Merci Rémi André. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Il était une fois François, je suis là. un être différent. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. François est un geek, un no-life de la politique. Mais pour ses copains, c'est un génie. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. C'est parce que je suis un néophyte. mais viens, cher frère. Les personnes homosexuelles pourraient désormais être prêtres en Italie, mais sous certaines conditions bien spécifiques. Mais viens, cher frère. Je vois que Jean-Luc Mélenchon a fait un pas de côté, Comment vous le savez, en lisant les tracts du Front National? qu'il est déjà en train de préparer une élection présidentielle. Vous savez pas, mais vous parlez quand même. Je vois qu'il adresse des courriers aux maires de France et de Navarre. Je les invite à s'inspirer de l'exemple de mon existence pour être un peu moins con. Nous sommes en guerre. Et ben vous voyez, hein, on ne se repose pas. Hein, et en guerre à tous les étages, en guerre sur tous les fronts, en guerre partout. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie politique, mais quelquefois c'est beaucoup plus grave, et quelquefois ça peut être effectivement léger. Et oui, ça peut être léger quand on entend certaines déclarations, certaines bourdes, certains perles, certains huées, certains bravos. Eh bien écoutez, ça nous nourrit, hein, et ça vous nourrit aussi, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio. Alors hier, c'était évidemment ma déclaration du grand modem, du grand gourou des modems, le signor François Bayrou. Il a déclaré à l'Assemblée nationale, voici ce que je vais faire. On va en parler avec Tom Benoît, qui est économiste et qui a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous aussi. Alors, qu'a dit Bayrou? Eh bien, écoutez, on prendra le temps d'en parler. Et puis ensuite, on va parler effectivement de cette espèce de nouvelle, je dirais quoi, pas mutation, en tout cas une décision qui consiste à dire, par le Vatican, par les autorités officielles du Vatican, que les homosexuels, ils sont officiellement autorisés à devenir prêtres. Qu'est-ce que ça signifie? On va en parler avec l'abbé Mathieu Raffray. Est-ce que c'est changement, mutation ou autre? Et puis Ségolène Royal sur l'Algérie. Et puis alors, Rima Hassan devant Mathilde Panot. Alors là, c'était un grand moment, effectivement. Qu'est-ce qui se passe entre les insoumis et les pro-Palestine et tout cela? Il y a quelque chose. Y a-t-il du mou dans la carte à nœuds? Y a-t-il de l'eau dans le gaz? On va en parler. Et LFI qui prépare la présidentielle. Et en seconde partie d'émission, nous allons recevoir Florence Bergeau-Blacker, que nous avons déjà reçue. Vous savez, elle est anthropologue. Elle est chargée de recherche au CNRS et elle a écrit Le frérisme, à savoir les frères musulmans et ses réseaux, l'enquête aux éditions Odile Jacob. On va prendre le temps de parler de ce qui se passe au niveau de ce communautarisme et du reste. Vous savez, toujours question à tout. Français, parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Veni, vidi, mais vici. Il est venu, il a vu, mais a-t-il vaincu? Nous parlons évidemment de François Bayrou hier, dans sa déclaration à l'Assemblée nationale. On va en parler tout de suite avec Tom Benoît. Nous allons prendre le temps de décortiquer tout cela. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Une déclaration. Ma déclaration. Alors, faut-il préférer France Gall à François Bayrou? Je ne sais pas, ma déclaration. Mais ça a été, voilà, assez long, assez mouvementé. Mais voilà, le Premier ministre de la France, le Premier ministre d'aujourd'hui, eh bien, il a parlé. Et il a parlé de plusieurs choses. Alors, Tom Benoît, bonjour. Bonjour André. Bonjour, vous êtes économiste, vous êtes directeur de la rédaction des Géostratégie Magazine. Et puis, on vous reçoit assez souvent pour... Vous êtes économiste des jeux. Et puis, souvent, nous sommes temps du restaurant.
on va peut-être énumérer un peu certaines choses et je voudrais qu'à chaque fois on en parle. Par exemple, il a commencé, donc François Bayrou, à dire il faut lutter contre l'endettement. Ça, c'est clair qu'il faut lutter contre l'endettement comme il faut lutter contre la grippe, la maladie ou la grippe aviaire. Alors il dit voilà, tous les partis de gouvernement, a-t-il dit, sans exception, ont une responsabilité dans la situation d'endettement créée ces dernières décennies. Et oui, dernier budget en équilibre, on le rappelle, on l'a déjà suffisamment dit, c'était il y a exactement 50 ans. Hein. Donc l'épée de Damoclès, alors il dit, il entend réviser à la hausse l'objectif de déficit public du pays à 5,4% du PIB en 2025. Donc on revoit la prévision de croissance pour 2025, elle était de 1,1% avant la censure du président du gouvernement, nous la fixons à 0,9, conformément aux prévisions de la Banque de France. Voilà, et il sera proposé donc de fixer l'objectif de déficit public à 5,4% du PIB. Alors Tom Benoît, promesse de Gascon, vœu pieux ou pas? Alors déjà, quels sont les vœux? Parce que il y a une antagonie assez traditionnelle du macronisme, si je puis dire, dans ces déclarations, le fameux en même temps macroniste, c'est-à-dire que dans ces temps macronistes, François Bayrou effectivement que la dette d'une façon naturelle et en même temps qu'il faudrait peut-être investir pour un fonds qu'il financera, a-t-il dit, je vais y revenir un peu plus en détail avec beaucoup d'ambiguïté, par la vente probablement, ou en tout cas le fait de rendre actifs les biens de l'État, un fonds qui servira à la réforme de l'État. Cela sous-entend que selon François Bayrou aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'institutions, de fonctionnaires, de commissions multiples pour réformer l'État, et qu'il va falloir se délester de biens publics, ou en tout cas d'user des biens de l'État, pour financer un fonds qui servira à réformer cet État qui est déjà glouton et qui ne permet plus de faire fonctionner l'économie du pays. Ça, c'est un premier point. Deuxième point très important à souligner par rapport aux déclarations d'hier de M. François Bayrou, le Premier ministre, c'est que François Bayrou nous dit que le paiement des retraites représenterait plusieurs dizaines de milliards, environ 50 ou 60 milliards d'endettement public. Alors ça, c'est un calcul qui revient à justifier que n'importe quelle dépense peut représenter un montant colossal d'endettement public. On pourrait très bien dire que le ministère des Armées représente l'essentiel de l'endettement public annuel, que tel ou tel poste représente l'essentiel. Si j'observe les chiffres qui sont donnés par l'organisme qui quantifie le corps, les retraites et le financement des retraites, on serait plutôt pour des montants qui sont, disons, 10 fois inférieurs, mais plutôt à 6 à 7 milliards de financement par l'endettement public pour le paiement des retraites. Alors que François Bayrou a annoncé 60 milliards ou presque, quoi. Absolument. C'est ça. Alors après, qu'il y a un problème pour le système de retraite en France, c'est une réalité. Et je dirais que c'est l'inéluctable drame de tous les pays sous-développés. Et la France est un pays en voie de sous-développement. Il suffit de voyager un peu et de faire des affaires à l'étranger pour s'apercevoir que nos problèmes, je dirais plutôt nos problématiques, relèvent de données qui sont des données de pays en voie de sous-développement. Nous attendons un rendez-vous avec Sophie Binet, représentante de la CGT, qui ne défend en rien les travailleurs. Par ailleurs, qui défend... Oui, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais sur un plan très théorique, ce qu'on appelle les réflexions sociales. Et c'est pour ça qu'on les qualifie de partenaires sociaux pour faire fonctionner le pays. Eh bien, moi, je peux vous dire que ça n'est pas comme ça qu'on sauvera le bateau dans lequel nous sommes malheureusement immergés. Immergés. Alors justement, pour parler d'immersion et du montant d'immersion, je rappellerai, et vous le savez, Tom Benoît, mais et tout le monde le sait, mais il faut le rappeler, il ira encore mieux en le disant, à la fin du deuxième trimestre 2024, la dette publique s'établit à 3 228,4 milliards d'euros. 3000, donc un peu plus de 3 000 milliards d'euros, d'après la dernière publication de l'INSEE, soit 112% du PIB. Et alors, justement, après rapport le retraite, etc., il dit, voilà, bon, il va remettre le chantier par rapport à la fameuse la réforme des retraites adoptée en 2021.
2023, l'article controversé 49.3 qui a été obtenu comme ça, qui portait de 62 à 64% l'âge de la retraite, etc. Mais au fond, Tom Benoît, dans l'écoutant, vous avez écouté comme moi, comme beaucoup de gens, la déclaration. Est-ce qu'il y a, dans ce qu'il a dit là-dessus, en tout cas sur la dette, sur les retraites, on va parler ensuite de la proportionnelle, etc. Est-ce qu'il y a du nouveau ou en fait c'est un constat comme on l'a fait depuis déjà des années, voire des décennies ? Alors, dans ce qu'il a dit précisément, il n'y a pas de nouveau, mais il faut savoir lire entre les lignes. Par contre, sur ce que j'entends et ce qui fuite, les bruits de couloir, ce qui va être appliqué par le gouvernement Bayrou, c'est une augmentation d'impôts sur les sociétés, par exemple. Et ça, il ne l'a pas dit clairement, si je puis dire. Il l'a laissé comprendre, il l'a laissé entendre. Et par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il va y avoir un acompte à payer en 2025 pour les sociétés françaises par rapport aux résultats. Vous savez que c'est toujours un petit peu la même musique qui sont estimés en rapport de ce qui a été réalisé précédemment. Il va y avoir également, sous le masque de la justice fiscale, qui est un terme très en vogue aujourd'hui, une mise en chantier d'une prochaine taxation des hauts patrimoines ou des hauts revenus. Alors qu'est-ce que les hauts revenus selon François Bayrou ou bien des personnes qui travaillent avec lui. Personnellement, je ne le sais pas. Par contre, ce que demandent les socialistes, ce que je sais, c'est que c'était 0,5 de taxation. Je crois que François Bayrou s'est entendu avec eux et les autres, je veux dire, tous ceux qui gravitent autour finalement de ce centre dirigeant, à 0,4. Mais 0,4, dans quelle mesure, sous quelles conditions? Ce que l'on voit, c'est qu'on a un impôt sur la fortune immobilière qui avait été justement instauré par Emmanuel Macron, ce qui était absurde à ce moment-là, parce que on transformait l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça serait trop long, mais avec un cahier des charges qui n'avait pas de sens. On ne prenait même plus en considération le fait que vous puissiez détenir un yacht, par exemple, à 15 millions. Et là, on est en train de revenir à un impôt sur la fortune, mais ce que l'on ne dit pas clairement, c'est qui sera considéré comme étant fortuné. Oui, à partir de quel montant et à partir de quel montant, etc. C'est ça. Voilà. Tout ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'on va taxer la production, on va taxer l'épargne, et que par contre, dans l'intervalle, on va vendre des biens publics pour réformer l'État et pour créer des commissions pour réformer l'État, et que l'on va également, c'est une annonce de François Bayrou, construire des logements pour les jeunes. Alors, on parle de 15 000, je ne sais pas combien exactement, mais en tout cas qu'on va investir avec de l'argent public pour construire des logements pour les étudiants. Là aussi, il faut un petit peu redéfinir le concept. Qu'est-ce que c'est qu'être étudiant en France en 2025 ? Est-ce que c'est apprendre un métier qui permettra de générer de la richesse et de donner d'être productif, confortable, d'être productif et de faire évoluer le pays, et donc d'apporter des points de croissance ou pas ? Et là aussi, sur les points de croissance, il n'y a absolument aucune mesure qui permette de relancer l'économie libérale. Au contraire, on est en voie de soviétisation, je n'ai pas peur des mots et je n'ai pas peur de le dire. Et les ambitions de François Bayrou sont aussi théoriques, vaines et caricaturales que ne l'était celle de Bruno Le Maire. De son prédécesseur ou de Bruno Le Maire, oui, c'est ça. Son prédécesseur avait au moins un petit peu plus d'aisance, on va dire, ou d'éloquence. Ouais. Alors justement, parmi ceux qu'il propose, il y a deux choses quand même là qui sont peut-être plus politiques qu'économiques, mais quand même. Donc, il a relancé l'idée du banque de la démocratie, que le financement des partis politiques et des campagnes ne dépend plus de choix de banques privées, mais puisse éventuellement en recours être le fait d'organismes publics placés sous le contrôle du Parlement. Là, ça veut dire qu'il va créer encore plus d'organismes publics, ou au contraire, on peut dire c'est bien que le financement des partis politiques ne dépend plus des banques privées. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom Benoît ? Je vais vous répondre très clairement. Moi, je suis pour que le financement des partis politiques dépende des banques privées et surtout dépende des électeurs, dépende de vous et moi lorsque nous allons voter, lorsque parfois nous sommes militants politiques, nous sommes journalistes, donc nous ne sommes pas militants politiques. Moi, je n'adhère à aucun parti, mais je pense qu'il y a beaucoup de partis, celui d'Éric Zemmour, par exemple, ou le Rassemblement National, ou la France Insoumise, ou peut-être même le Parti Renaissance, qui arrive à engranger des recettes par rapport aux cotisations
cotisation des adhérents. Et cela suffit amplement pour mener des campagnes. Nous n'avons pas besoin que l'État français décide de quel ou quel parti peut avoir le droit justement d'être représenté et de se voir attribuer des fortunes qui proviendront de la levée de l'imposition des Français. Les partis doivent être libres, cela fait partie des préceptes de la Ve République, et la représentation démocratique de ces partis peut se faire d'une façon très simple aujourd'hui. Vous savez laquelle? Au-delà des médias traditionnels, les réseaux sociaux, comme X, effectivement, qui sont les médias citoyens, et que justement, une poignée de censeurs dont les actions ont des accents malheureusement dictatoriaux. Suivez mon regard de fact-checker. Mais exactement. Alors justement, Tom Benoît, je voudrais qu'on parle de ça, alors d'autres choses, vous allez voir. Après avoir dit c'était sympathique, il a commencé un tout petit peu par s'ammêler les pinceaux, mais ça c'était drôle. Juste écoutez ça, c'était assez drôle. François Bayrou. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Voilà, il est un néophyte, bon c'était amusant, il s'est un peu fichu de lui-même très, très gentiment. Mais alors il a abordé autre chose dont je voudrais qu'on parle maintenant. Écoutez ce qu'il disait sur la réforme du mode de scrutin législatif avec un principe de proportionnel. Il relance ce vieux serpent de mer que beaucoup de gens réclament, d'ailleurs à juste titre peut-être. Écoutez François Bayrou. De vos organisations, mais je pense aussi qu'il faut que chacun puisse trouver sa place au sein de la représentation nationale, à proportion des votes qu'il a reçus. C'est la seule règle qui permettra à chacun d'être lui-même authentiquement, sans être prisonnier d'alliances insincères. Alliance insincère, c'est vrai qu'on a vu au second tour des législatives quand même, c'était assez fort de café et c'était vraiment exemplaire et chimiquement pur, quand je dis pur, plutôt impur, de ce qui pourrait se passer au niveau des magouilles. Vous en pensez quoi, Tom Benoît, de la proportionnelle ? C'est fort, mais ce qui est d'autant plus fort, c'est que vous avez un personnage qui est parachuté, pour ainsi dire, au sommet de l'État et qui est en train de vous expliquer que dans un premier temps, il faut contrôler le financement des partis et qu'une fois, dès lors que l'on aura contrôlé le financement des partis, donc que l'on aura distribué au sein d'un échiquier les partis qui sont autorisés, là, il y aura une proportionnelle. Pour le moment, tant que les partis sont financés par des banques privées et tant que les résultats des élections sont assez limpides, ce qui est le cas jusqu'à présent, lorsque Thierry Breton ne se réjouit pas qu'elle soit empêchée dans certains pays de l'Union européenne, là, il n'y a pas de proportionnel. Voilà. Donc, ce qui est assez aberrant, là aussi, c'est d'entendre un Premier ministre qui vous explique que la proportionnelle n'a pas lieu d'être en ce moment, mais qu'elle aurait lieu une fois que les élections pourraient être contrôlées par des partis qui seraient financés sur décision de l'État. C'est amusant. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. On se retrouve, Tom Benoît. On va continuer cet examen, je ne dirais pas cette autopsie, mais cet examen après cette toute petite pause. Et n'hésitez pas à réagir en appelant le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ainsi parlait Bayrou Toustra dans son sermon sur la montagne du Palais Bourbon. Et on est en train de décortiquer tout cela avec Tom Benoît. Alors justement, Tom Benoît, on a parlé de la dette, on a parlé de la proportionnelle, on a parlé de tout cela, on verra. Hein, c'est pas évidemment en 3 jours qu'on peut faire ça. Mais véritablement, arrivera-t-il, et c'est tout le problème, à légèrement déjà, non pas dégraisser le mammouth, et encore que on le souhaite tous, mais secouer un peu le cocotier. Et il a parlé, et ça fait longtemps qu'on n'en parlait pas dans l'enceinte, il a demandé, c'est intéressant, mais pourquoi faire ? Il a demandé à reprendre l'étude des cahiers de doléances du moment des Gilets jaunes. Il a dénoncé effectivement la division de pays entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas, disait François Bayrou, mais la promesse française, voilà, il faut abattre ce mur, les attentes souvent les plus exprimées, qui sont celles des milieux sociaux exclus du pouvoir. Donc lui, il ne dit pas, il y en a qui sont là, il y en a qui ne sont rien. Qu'est-ce que vous en pensez, à la recherche des Gilets jaunes perdus ? Je vous dirais que j'ai peur de comprendre, en quelque sorte, j'ai peur de comprendre que nous avons un Premier ministre qui flatte les bas instincts des personnes qui sont en difficulté, que l'on représente comme ayant été les Gilets jaunes, généralement. Les bas instincts, vous dites ça entre guillemets, bien sûr.
Oui, je dis les bas instincts parce que c'est une façon de catégoriser des gens qui bien souvent accumulent, pour ainsi dire, plus de malheur que ce qu'ils peuvent en exercer sur d'autres. Vous savez, quand il n'y a pas de réussite sans violence, et on peut être quelque peu violent si on réussit dans la vie, si on est entrepreneur, si on est dirigeant d'entreprise. Et généralement, on est plus violent si on dirige Total que si on est salarié dans une raffinerie. Et donc on flatte ces personnes qui ont beaucoup souffert en quelque sorte et qui avaient des revendications, mais des revendications qui étaient populaires. Il n'y a pas de cahier de doléances à rendre public des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, vous la connaissez. Et elles étaient légitimes, ces revendications, d'ailleurs. Elles étaient légitimes, absolument. Et elles correspondaient à une époque également, qui est pourtant pas si lointaine, en 2018, durant laquelle le pays pouvait être paralysé parce qu'il était encore un peu plus industriel, mais au sens économique du terme également. Des grandes surfaces qui fonctionnaient plus qu'aujourd'hui et qui, si elles étaient fermées durant un laps de temps très long, pouvaient paralyser une économie, les galeries marchandes, tout cela, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc la crise des Gilets jaunes n'aurait plus lieu d'être. Elle est malheureusement beaucoup plus profonde aujourd'hui. Elle s'est étendue à des classes moyennes et à des classes moyennes supérieures également, et à beaucoup de personnes qui se sentent privées d'une forme de liberté, non seulement d'entreprendre et de faire, mais également une liberté d'être, et qui rejette une forme de dictature politique et économique dans le pays. Donc j'y lis une forme de démagogie de la part de François Bayrou, qui pensait certainement, c'est ma lecture en tout cas, qui pensait en satisfaisant justement ce que je qualifiais comme étant les bas instincts de ceux qui souffrent et qui s'étaient révoltés, dire « Eh bien regardez, je vous ai donné cette aumône, je vous ai regardé et entendu, je vous ai vu, on va ouvrir vos petits cahiers que nous n'avions pas rendus publics jusqu'à présent. » Mais c'est un double langage permanent qui est nous ne sommes pas les ennemis des riches, mais nous allons surtaxer les riches, on dira plus tard qui sont les riches. Nous ne sommes pas les ennemis des pauvres, mais par contre, nous n'allons en aucun cas favoriser les personnes qui travaillent et qui ne se qualifient pas comme étant des pauvres, qui ne sont pas des pauvres gens, mais qui sont des personnes qui travaillent et qui ont simplement envie de vivre de leur travail. Mieux vivre, bien sûr, bien sûr. Mieux vivre de leur travail. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, si on est le Premier ministre d'un pays qui se retrouve dans les difficultés dans lesquelles nous sommes, c'est que l'on révise totalement le système d'imposition du pays pour favoriser les petites entreprises, pour favoriser les petits revenus. On fait profiter par exemple également aux héritiers qui sont obligés parfois de vendre leurs biens parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs frais de succession, de lois équivalentes aux lois d'exonération pour les successions d'entreprises. Vous savez que si vous héritez aujourd'hui d'une entreprise qui pèse, mettons, une cinquantaine de millions d'euros, ce qui n'est pas rien, et si vous engagez à être dirigeant pendant plusieurs années de cette entreprise, vous bénéficierez d'un abattement considérable. Par contre, si vous héritez d'un bien immobilier qui est estimé à environ 2 ou 3 millions d'euros, eh bien, vous payez quasiment la moitié en frais de succession. Oui, même 60%. Alors justement, on parlait de liberté, Tom Benoît, je voudrais finir là-dessus avec vous quand même. Il y a un moment magnifique. Alors en décembre 2024, c'est-à-dire il y a même pas un mois, François Bayrou parlait de Mayotte et parlait de Starlink. Écoutez. Pour les télécommunications, pour pallier aux difficultés et répondre à l'urgence, nous allons déployer 200 Starlinks pour assurer les communications en urgence. Les réseaux fixes de télécommunications ont été largement détruits. Voilà, les réseaux fixes ont été détruits, donc Starlink va arriver. Merci qui ? Merci Elon Musk, qui est évidemment le créateur, le fondateur et le propriétaire de Starlink. Mais hier, à l'Assemblée nationale, dans sa déclaration, justement, François Bayrou a reparlé justement de la personne que Trump a nommée pour dégraisser le mammouth étatique américain. Et voici ce que disait un mois plus tard François Bayrou. La domination technologique par des entreprises de taille planétaire et le pouvoir que tout cela donne d'intervenir dans la vie démocratique d'autres États. Ce nouvel ordre mondial, ou plutôt ce nouveau désordre mondial qui menace tous les équilibres et toutes les règles de la décence, il y a un certain nombre de figures qui l'incarnent sans complexe,
comme celle de M. Elon Musk. Et voilà, merci Elon Musk pour Starlink, c'est Mayotte qui va nous sauver, on n'y avait plus rien. Et honte à Elon Musk, ce salaud de prédateur qui est en train de tuer nos libertés. Intéressant, non, Tom Benoît ? Je pense qu'il y a eu un alignement de planètes assez formidable qui relève de l'inespéré et qui a permis d'avoir à la tête de la première puissance occidentale et du monde des personnes qui aiment avant tout passionnément la liberté et les libertés individuelles, qui aiment l'argent également et qui doivent user de stratégies qui sont très certainement, très régulièrement machiavéliennes, je n'en doute pas, mais qui aiment avant tout la liberté. Et c'est cet élan-là, et seulement cet élan, qui permettra de faire évoluer la situation de l'Europe. Si demain, les réseaux sociaux sont censurés, contrôlés, régulés, on peut appeler ça comme l'on veut, et que les partis politiques sont financés sur décision de l'État, vous pouvez dire adieu non seulement à la démocratie, mais vous pouvez dire adieu au point de croissance et à l'économie. Et le reste du monde ne nous attendra pas. Les Émirats arabes unis, l'Inde, la Chine, les États-Unis, tous ces pays-là ne nous attendront pas. Donc on a intérêt à conserver un minimum de liberté sur le sol européen. Merci Tom Benoît. Écoutez, on continuera à parler de tout cela avec vous. Et puis voilà, ce qui se passe aujourd'hui et que nous décryptons, c'est notre métier. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. La très célèbre chanson de Charles Aznavour, Je suis un homo, comme ils disent. Oui, c'était un premier, il y a plus de 50 ans, et premier qui parlait de ça dans une chanson. À l'époque, c'était très rare, sinon inexistant. Mais si on parle de ça aujourd'hui, justement, c'est parce qu'en Italie, la conférence épiscopale italienne, qui est un peu comme la conférence des évêques de France, qui a été approuvée par le Vatican, dit ceci: les gays, donc les homosexuels, pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. C'est-à-dire, alors, ce que dit le document, qui vient de paraître, un document de 68 pages, l'Église, tout en respectant profondément les personnes en question, ne peut pas admettre au séminaire ou dans la prêtrise ceux qui pratiquent l'homosexualité, présentent des tendances homosexuelles profondément enracinées ou soutiennent la soi-disant culture gay. Voilà. Comprends pas très bien, c'est un peu perplexe. C'est que, est-ce que d'un côté ils disent oui, nous accepterons les gays qui peuvent devenir prêtres, mais il n'est pas question de pratiquer, bien évidemment, il y a le vœu de chasteté, bien sûr, mais qui présentent des tendances homosexuelles ou profondément enracinées ou soutiennent la soi-disant culture gay. Bonjour, l'abbé Mathieu Raffray. Allô, Mathieu Raffray, vous êtes avec nous ? Monsieur l'abbé ? Oui, tout à fait, je suis avec vous. Vous nous entendez ? Très bien. Oui. Vous nous entendez bien. Alors, vous êtes prêtre, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'université Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Merci d'être avec nous. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Parce que d'un côté, on dit, bon, admettons, effectivement, disent-ils, enfin, encore une fois, la conférence épiscopale, et d'un autre côté, attention, attention, il ne s'agit pas évidemment ni de pratiquer ce qu'on peut comprendre, encore une fois, bien sûr, vœu de chasteté, mais en même temps, ne pas soutenir la soi-disant culture gay. N'y a-t-il pas, je l'ai dit un peu tout à l'heure, n'y a-t-il pas contradiction, monsieur l'abbé Raffray ? Alors, je pense qu'en fait, c'est plutôt une agitation journalistique qui est née un peu pour faire le buzz, parce que... En fait, si on lit le document, il n'y a absolument pas de contradiction. C'est toujours la même doctrine de l'Église. D'ailleurs, le document en question reprend en italien. En fait, c'est simplement une adaptation en italien pour les séminaires italiens d'un document de 2016 officiel de l'Église, qui lui-même reprend un document sur la question de 2005, puis de 1999, etc. Donc, en fait, c'est exact. Rien n'a changé. La seule chose qui a... Disons qu'il a un peu secoué d'abord les journaux italiens, puis ensuite par Twitter, qui est passé un peu dans la résosphère, oui. La résosphère, voilà exactement. C'est que le document dit que ajoute cette phrase qui est tout à fait logique et tout à fait dans la
continuité, mais dit il ne faudrait pas réduire les personnes et le processus formatif à cette question de l'homosexualité. Donc en disant il ne faut pas non plus en faire un principe absolu comme si c'était la question. C'est-à-dire que ce n'est qu'un point. Ce n'est qu'un point. C'est le paragraphe 44 de ce document sur 118 points. Donc, si vous voulez, c'est... Je comprends. Non, mais vous comprenez aussi, monsieur l'abbé, que les gens sont étonnés, parce que jusqu'ici, d'ailleurs, l'Église catholique n'est pas la seule, hein, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, les positions envers l'homosexualité sont assez tranchées, en tout cas dans un certain nombre de religions monothéistes. Mais là, en l'occurrence, c'est ce que j'essaie de comprendre en tant que laïc, c'est... encore une fois, sans aucun jugement, nous n'avons pas à juger de quoi que ce soit là-dessus, mais on dit d'un côté, les homosexuels pourront désormais devenir prêtres, mais pas s'ils soutiennent la soi-disant culture gay. Ce que je veux dire, c'est que s'ils sont homosexuels, c'est que quelque part, ils ont embrassé cette culture, donc pourquoi cet accès à la prêtrise la question. Non, alors encore une fois, il dit comme ça, c'est faux. Le document ne dit pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique fait une distinction dans le catéchisme de l'Église entre les tendances homosexuelles et l'homosexualité active. Et en fait, la doctrine de l'Église, ça a toujours été que les tendances homosexuelles ne sont pas du tout un péché. C'est-à-dire que le fait d'avoir des attirances, en soi, c'est pas un péché. Vous dire, les tendances homosexuelles ne sont pas un péché. Non, sauf si elles sont, disons, si elles changent non, ce sont pas un péché. Non, c'est pas un péché. Voilà. Ce qui est un péché, ce sont les actes homosexuels. Oui, enfin, ce qui est considéré comme un péché par l'Église catholique. Oui. Mais alors oui, allez-y, je vous en prie. Ce que dit le document, c'est que quelqu'un qui aurait des tentations ou des tendances ou une attirance, en soi, si ce n'est pas quelque chose qui va changer son comportement extérieur, si ce n'est pas quelque chose qui va être revendiqué comme une culture ou comme une revendication LGBT, alors ça c'est pas du tout un empêchement pour être prêtre. Oui. C'est exactement comme les tendances hétérosexuelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des tendances hétérosexuelles, pour être prêtre, puisqu'on fait un vœu de célibat, un vœu de chasteté, eh bien, il faut que ce ne soient pas des tendances qui vont contrarier ce vœu de célibat ou de chasteté, c'est ça. Exactement. D'accord. Donc, les tendances hétérosexuelles non plus ne sont pas un péché. Ce qui est un péché, c'est alors qu'on a fait un vœu de chasteté, les actes. Oui, vous voulez dire, ce qui a péché, c'est d'incarner ces tendances, enfin de les pratiquer, c'est ça. De les pratiquer ou de les revendiquer comme une cause à défendre. D'accord. C'est ça qui est impliqué dans le texte. D'accord. Non, mais justement, c'était bien de clarifier, parce que ce que nous avons lu, évidemment, j'ai pas lu le texte de 68 pages, mais au fond, parce qu'on voit très très bien, le pape François lui-même conseille aux homosexuels qui voulaient devenir prêtres d'aller voir un psychologue, il a été assez clair en tout cas là-dessus. Donc vous dites, il n'y a aucune évolution là-dessus, c'est simplement, vous pouvez vous sentir homosexuel, mais à partir du moment, si j'ai bien compris, je répète, à partir du moment où vous ne commettez pas, disons, l'acte de chair ou l'acte où vous ne rompez pas le célibat, il n'y a pas de problème. Oui, je dirais exactement, c'est ça. Mais il y a aussi une autre chose, si vous voulez, parce que l'anthropologie chrétienne, l'Église catholique, voit pas du tout les hommes, chaque homme individuellement, comme les médias aujourd'hui le voient. C'est-à-dire que pour un catholique, on ne fait pas une distinction entre les homosexuels et les hétérosexuels. Dieu n'a pas créé des homosexuels et des hétérosexuels. Dieu a créé des hommes et des femmes. Ensuite, qu'on ait telle ou telle tendance, tel ou tel caractère et telle ou telle tentation intérieure, ça c'est pas une chose qui discrimine les gens les uns des autres. Donc en fait, c'est un aspect de la personnalité. Et ce que je pense qui est, enfin en tout cas du point de vue de la psychologie et de l'anthropologie chrétienne, réduire une personne, l'identifier en disant telle personne c'est un homosexuel ou c'est un hétérosexuel, en fait c'est déjà biaiser le regard sur la personne. C'est manquer la complexité de la personne et c'est la réduire à la sexualité, ce qui est une chose très très moderne, très très contemporaine et très médiatique, mais qui n'est pas du tout et qui est très LGBT si vous voulez, comme une revendication, mais qui n'est pas du tout la vision chrétienne sur l'homme. D'accord. Quand on est un homme, quand on est chrétien, on se définit pas
comme étant homosexuel ou hétérosexuel. C'est une chose privée, c'est une chose qui regarde, disons, qui nous regarde à titre personnel, éventuellement quelques autres personnes, mais c'est pas, on peut pas définir quelqu'un. Et je pense que à partir du moment où on identifie la personne avec son activité sexuelle, c'est déjà biaisé le regard sur la personne. Oui, ce serait comme définir quelqu'un en disant telle personne c'est un menteur. Bah, si vous voulez, il est menteur, mais il n'est pas que menteur, c'est ça. Exactement. Ouais. Et une personne hétérosexuelle ou qui a telle ou telle activité sexuelle n'est pas que ça. N'est pas que ça. Et c'est très important parce que pour un chrétien, ça laisse la place pour regretter des actes qu'on aurait commis, et la place pour le pardon et pour la miséricorde. Parce que sinon, si je suis moi-même un menteur, si je m'identifie avec mon mensonge, alors, je peux pas critiquer le mensonge. Je peux pas dire, j'aurais mieux fait de pas mentir à ce moment-là. Donc vous dites que l'Église n'est pas dans la critique de l'homosexualité, elle n'est pas non plus dans la réduction à l'homosexualité, c'est ça? Elle n'est pas dans la réduction à l'homosexualité, je pense que effectivement, parce qu'une personne est beaucoup plus que son activité sexuelle. Il y a toute une richesse de la personnalité qui est prise en compte pour la formation des prêtres et qui va bien au-delà de ça. Et dans le vœu de chasteté, il y a un désir d'identification avec le Christ, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme d'ailleurs, mais de se donner totalement au service de l'Église, au service de la foi. Et c'est ce don total qui engage toute la personne. Merci, écoutez, c'était bien. Monsieur l'abbé, vous avez en tout cas, c'était bien de le clarifier tout cela. Je vous remercie de vos éclaircissements. Merci. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et j'aime beaucoup parler parce que on n'entend pas assez parler d'elle. Elle a voulu être Premier ministre, vous vous rappelez, elle a dit je suis là. Dès qu'il y a un poste qui s'ouvre, je suis là, mais malheureusement on ne l'appelle pas. Et bien pourquoi? Je veux parler de Ségolène Royal que le monde entier nous envie. Et vous allez voir pourquoi. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Ah oui, Magali Noël, mais vous n'êtes pas la seule de l'amour qui fait boum. Vous allez voir la déclaration d'amour de Ségolène Royal qui était sur BFM TV le 11 janvier sur notre dette morale envers l'Algérie. Écoutez Ségolène Royal. L'avenir se construit en étant conscient du passé, conscient de l'histoire, en ne niant pas cette histoire, en ne l'oubliant pas. Donc on a une histoire commune douloureuse avec l'Algérie. On a une dette morale à l'égard de l'Algérie, parce que la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et la décolonisation en Algérie a été atroce. On évoquait encore récemment les actes de torture de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources. Et donc la France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aussi sur l'Algérie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques respectueuses les uns des autres, respectueuses de cette histoire. Respectueuse, évidemment, il faut respecter, bien sûr. Alors c'est très intéressant, c'est que nous avons une dette morale envers l'Algérie, mais apparemment l'Algérie n'a aucune dette envers la France, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, la colonisation a été un ensauvagement, effectivement, un ensauvagement. Elle n'a pas dit crime contre l'humanité comme Emmanuel Macron. Non, c'est ensauvagement, c'était terrible, il y a eu les tortures, effectivement, moment de Jean-Marie Le Pen. Mais je rappelle, qui était ministre, qui était Premier ministre à l'époque de la guerre d'Algérie, qui a fait qu'il y a eu 20 condamnations à mort? Eh bien, c'était le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui s'appelait comment à l'époque? Il s'appelait François Mitterrand. Et c'était Guy Mollet à l'époque, qui était Premier ministre. Mais socialiste, enfin je ne sais pas si François Mitterrand était socialiste à ce moment-là, mais Guy Mollet socialiste. Alors je ne comprends pas, Ségolène Royal qui a travaillé avec François Mitterrand n'a pas à l'époque dit quoi que ce soit sur ce qui s'était passé à ce moment-là, pendant la guerre d'Algérie. C'était dans le début, bien sûr, avant De Gaulle, hein, dans les années 54 à 58. Hein. Non, et pourtant, c'était là. Alors je comprends pas. Moi je veux bien effectivement
effectivement, on a sûrement énormément de choses à nous reprocher. Bien sûr qu'il y a eu des choses terribles en Algérie, mais je signale quand même à Ségolène Royal qu'il y a eu des choses terribles des deux côtés. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Vietnam, qui a été bombardé par la France, napalmisé par les États-Unis, vous les entendez du matin au soir de dire les États-Unis et la France, c'est les salauds génocidaires, non jamais. Le Vietnam, qui a été le peuple le plus massacré de l'histoire, en tout cas de l'histoire récente, non. Alors que là, nous avons une dette morale. Nous devons, voilà, c'est toujours pareil. Fais-moi mal, Tebboune, fais-moi mal, s'il te plaît. Le face-à-face. Et je suis très heureux de recevoir, je l'avais déjà reçu pour son livre, Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue française, chargée de recherche au CNRS, et qui est auteur de ce livre qui a fait beaucoup parler de lui, et à juste titre, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête donc sur les frères musulmans, paru aux éditions Odile Jacob. Et il faut le dire quand même, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, depuis ou presque la parution de ce livre, donc il y a un an et demi, Florence Bergeau-Blaclair, vous êtes sous protection policière permanente. Oui, en effet, c'est vrai. Ouais. Et c'est juste, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand même, c'est très pesant. C'est quoi ? Comment on le vit ? Oui, bien sûr, une protection policière permanente, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez quand vous voulez. Vous êtes obligé, d'une certaine manière, de demander l'autorisation. Alors c'est vrai que je suis entourée d'excellents professionnels, donc ça allège un peu les choses, mais c'est vrai que c'est assez pesant et surtout c'est évidemment pas normal. Oui, c'est ça. Pour vos opinions, pour un livre, que vous soyez sous protection policière, vous n'êtes malheureusement, personne, vous n'êtes pas la seule, mais c'est vrai que le fait aujourd'hui, et c'est pas nouveau, on le sait, et on sait ce qui s'est passé il y a 10 ans, presque jour pour jour, on sait qu'aujourd'hui, proférer effectivement des opinions, certains disent des blasphèmes, et ça amène à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ça amène à ce qui s'est passé avec le Bataclan quelques mois plus tard, etc. Mais je voudrais revenir justement à l'état des lieux. On en avait parlé à l'époque, on en avait parlé ensemble, vous avez continué à en parler partout et à très juste titre. Au fond, est-ce qu'on pourrait dire, évidemment c'est schématisé, que quelque part, il y a quelque chose de commun, c'est peut-être la seule chose, entre le trotskisme et le frérisme musulman, c'est qu'ils pratiquent l'entrisme. Alors oui, effectivement, il y a une relation. Alors juste pour revenir sur ce que vous avez dit avant, effectivement, il ne suffit pas d'ailleurs de donner des opinions ou des critiques de l'islam, il suffit même simplement de l'étudier pour qu'on vous appelle ou qu'on vous considère comme raciste, islamophobe, etc. Et on sait que ça constitue une possible attaque derrière. En tout cas, certains disent ça met une cible dans le dos de la personne. Alors évidemment, ce n'est pas faux. Heureusement que tout le monde ne meurt pas de l'accusation d'islamophobie, évidemment. Bien sûr. Mais, et ça me permet de répondre à votre question, il faut bien distinguer le djihadisme du frérisme. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre en essayant d'analyser en fait qu'est-ce que c'est que cette idéologie qui ne frappe pas, je dirais, violemment, physiquement. Qui ne tue pas, qui n'a pas l'intention forcément de tuer et de détruire, mais qui veut plutôt... qui n'a pas l'intention et de détruire. C'est la... Et en effet, précis, d'objectifs précis. C'est ça, mais c'est souvent le cas. Alors par exemple, si on se réfère aux travaux de Yuri Bezmenov, qui est un ancien du KGB, qui a vécu donc cette période où l'Union soviétique voulait subvertir les sociétés occidentales. C'était la façon en fait dont il avait souhaité combattre ce qui pour lui était une idéologie occidentale. C'était donc quelque chose d'assez cadré, d'assez bien organisé. La subversion selon le KGB, c'est d'abord, j'avais noté ça, pardon. Oui, je vous en donc prie. la démoralisation, donc démoraliser une société, ça prend à peu près une génération. Une société, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire se moquer de ses institutions, ça veut dire
instaurer un climat de dérision, de cynisme, où rien n'est important, on critique bien sûr les institutions, l'autorité, etc. Aider aussi en cela les universités à ce qu'on appelait le déconstructionnisme, faire des analyses qui finalement font de la déconstruction mais ne proposent rien. Toutes ces politiques nihilistes en fait servent le projet de démoralisation de la subversion. Mais Florence, juste un mot, on a l'impression que vous parlez du wokisme là. Exactement. Alors le wokisme est un instrument qui peut être utilisé et qui a été utilisé quand c'était le tiers-mondisme par les mouvements marxistes. Donc après la démoralisation, il y a la déstabilisation. Alors la première phase, c'est à peu près une génération. C'est pour qu'on ait une génération. On prend le temps. Voilà. C'est sur des décennies. Voilà. Ça. Ouais. Et puis on arrive à un moment donné où on a créé un tel climat de démoralisation qu'on arrive à la déstabilisation. Et la déstabilisation, c'est celle des institutions. Donc là, on le voit un peu avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui. Vous avez vu, c'est-à-dire qu'on a des individus qui veulent par exemple supprimer des lois qui nous protègent contre les appels au terrorisme, enfin l'apologie du terrorisme, etc. Et ensuite vient le moment de crise. Qui va donc renverser ces institutions. Alors on n'y est pas encore, mais enfin si on continue, on va finir par y arriver. Et puis vient alors la normalisation sous un nouveau régime. Et oui, bien sûr, il y a un rapport avec le trotskisme. Les frères musulmans ont été inspirés par les méthodes trotskistes d'infiltration et d'entrisme, ce qu'on appelle l'entrisme. Une espèce de subversion comme ça, mais progressive. Alors quoi, c'est-à-dire on occupe, en fait, parce que, comprenons-nous bien, on occupe les postes de pouvoir qui soient intellectuels, qui soient administratifs, par exemple les municipalités d'un côté, les universités de l'autre, les clubs sportifs, etc., etc. C'est-à-dire, comment ça se passe concrètement Alors on place des individus qui vont noyauter en fait un système durant plusieurs années et qui vont chaque fois mettre le pied dans la porte des décisions qui seront prises en disant voilà, ça ce que vous faites c'est pas inclusif, finalement vous allez vous visez les musulmans, vous visez les minorités et ces secteurs en fait comme l'entreprise par exemple, il y a des politiques de diversité, et bien il y a toujours des individus qui sont soit des frères musulmans assermentés, parce qu'il faut expliquer, les frères musulmans, c'est une confrérie secrète avec des individus assermentés qui généralement ne sont pas visibles. Fondée, il faut rappeler, il y a près d'un siècle par Hassan el-Banna en Égypte, effectivement. Voilà. Mais elle est toujours confrérie secrète. Et ensuite, il y a un deuxième cercle autour de la confrérie secrète qui est plutôt un cercle d'affiliés, c'est-à-dire des gens qui sont plus ou moins conscients d'ailleurs de servir l'idéologie frériste. Ils ont l'impression qu'ils ne font que servir l'islam et qui, eux, sont aussi très présents dans les associations, dans les entreprises, dans les institutions publiques, dans les universités, beaucoup qui vont s'activer aussi auprès des écoles. Voilà, avec... Alors plus ou moins conscient d'ailleurs du projet des frères musulmans. Le projet des frères musulmans, on le connaît parce que les frères musulmans l'ont écrit. Ils ont beaucoup écrit depuis un siècle. La confrérie est née en 1928. Saïd el-Koutob et compagnie. Voilà. Mais on a toujours considéré cette idéologie dans les pays musulmans plutôt. On l'a étudiée essentiellement au Moyen-Orient, au Maghreb, mais on n'a pas étudié sa présence particulière parce qu'elle utilise des méthodes adaptées au contexte en Europe. Ou en tout cas, on l'a très peu fait pour des raisons que je pourrais vous expliquer, qui sont qu'à l'université, on ne travaille pas, on travaille surtout sur l'islamophobie et pas tellement sur justement les mouvements fréristes, les mouvements subversifs. Et puis rappelons évidemment, ce n'est pas du tout une phrase de précaution, que évidemment tous les musulmans ne sont pas islamistes, ne sont pas fréristes, loin de là. Mais il y a une tentative, enfin un mouvement qui consiste à dire oui, en fait, nous représentons, enfin eux en tout cas s'estiment les porte-paroles de toute la communauté islamique, la Oumma. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que juste un moment, il y a récemment, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, il y a eu des mêmes imams dans les Émirats Arabes Unis, même en Arabie Saoudite,
qui ont dit texto, et on peut retrouver effectivement sur les réseaux sociaux leurs déclarations, qui ont dit mais attendez, nous les frères musulmans, mais on les chasse, on ne leur laisse pas du tout une marge de manœuvre. En tout cas chez certains là-bas, ils ont dit, et même ils allaient de dire mais vous les occidentaux vous êtes grotesques parce que nous ceux-là on est très contents, pour nous c'est la poubelle, on les envoie et puis vous les recevez, vous les activez, vous les choyez, etc. Ils sont pas forcément contents parce qu'après ils retournent dans leur pays parfois et c'est pas forcément à leur avantage. Oui, mais pas toujours. Mais la raison ce que vous avez dit au début, vous avez dit mais il faut faire attention de ne pas confondre les musulmans et les islamistes, les fréristes, etc. Alors ça c'est intéressant parce que chaque fois on le rappelle, à chaque fois que je fais une émission, l'animateur ou le journaliste dit mais attention, il ne faut surtout pas confondre. Alors que moi j'ai appelé mon livre le frérisme. Donc j'ai pas appelé l'islam, l'islamisme. J'ai même appelé ça le frérisme. Donc c'était évident que pour moi, je parlais pas des musulmans. Bon, après je le détaille évidemment. Mais pourquoi est-ce qu'on se sent chaque fois obligé de le dire? Parce que vous avez toujours des individus qui disent au fond, derrière son mot frérisme, elle veut dire l'islam. Mais non, justement. Et je le montre et je le démontre et je l'écris. Donc avoir toujours cette suspicion, c'est ça. Cette atmosphère, ce frérisme d'atmosphère, comme pourrait dire Gilles Kepel, c'est exactement cette façon de faire, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus parler sans vous dire attention, mais là comment ça va être pris, etc. Vous pouvez même écrire un livre de 400 pages. L'autocensure, quoi, presque. Et c'est une forme d'autocensure. Mais à partir du moment où vous dites ça, en fait, même ceux qui n'y avaient pas pensé vont se dire ah mais oui, mais peut-être quand même qu'elle confond l'islam et l'islamisme, qu'au fond derrière frérisme, etc. Donc on est dévié en fait de l'intérêt du travail, de l'analyse. Surtout. On est sur une position défensive en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et ça fait partie du climat qui a été instauré. Alors quand est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé en 1989. On peut dire qu'en 1989, s'est produit 2 événements qui se font écho. C'est l'affaire des foulards de Creil. Donc on voit apparaître des foulards avec des mouvements islamistes qui se montrent au grand jour, alors qu'ils étaient organisés, d'ailleurs très organisés déjà. Qui créent en fait la panique à l'intérieur de la gauche, une certaine gauche disant mais non, il ne faut pas céder à leur pression, il faut au contraire faut exclure les filles de l'école, et d'autres disent ben non, si on les exclut, les pauvres, etc. Donc ça va créer un désordre au niveau de la gauche. Et en même temps, en parallèle, il y a l'affaire Rushdie en Angleterre, qui est une affaire donc qui concerne la liberté d'expression. Mais l'affaire Rushdie date de bien avant. Non, c'est exactement la même année. La fatwa déclarée. C'est 1989. C'est 89. Oui, c'est ça. Donc c'était plus tôt. 2 événements. C'était concomitant, le foulard de Creil et l'affaire Rushdie. Et la fatwa en Angleterre. Contre Rushdie. D'accord. Et à partir de là, il va être très très difficile de parler d'assimilation. Ça c'est frappant. Le langage change complètement. D'abord, on parle plus de maghrébins, on commence à parler de musulmans. Et on peut plus parler d'assimilation, ça devient un mot tabou. Et on parle d'intégration, puis plus tard d'inclusivité. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi a été travaillé par les frères. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on voulait, qu'on interrogeait en fait un musulman dans la rue ou quelqu'un, il avait été souvent, en particulier les jeunes, réislamisés par les frères musulmans. C'est-à-dire qu'ils leur ont expliqué que la religion de leurs parents n'était pas la bonne, n'était pas la vraie, qu'il fallait donc qu'ils se... Et eux ont commencé à vouloir être des citoyens musulmans avant d'être des citoyens français. On l'a vu avec les sondages République, Charia, etc. Enfin, c'est ça. Les lois de la religion, les lois de la République. On le voit, sondage après sondage, effectivement. Mais ce qui est important, une autre chose, c'est que à cette époque-là, moi je me souviens très bien, puisque j'étais déjà adulte dans les années 80-90, et je vois que les foulards, c'était plutôt des personnes âgées qui venaient du bled, comme on dit, et qui portaient leur foulard traditionnel. Donc le foulard, si l'affaire a fait autant de bruit, c'est que c'était tout à fait inconnu. Et ça, de même, les boucheries halal, etc., ont mangé ce qu'ils appellent la viande des gens du livre, c'est le verset 5 de la sourate 5, donc tout ça n'existait pas. Mais les jeunes aujourd'hui qui sont nés dans les années 90-2000, ils n'ont aucune idée de ce qui n'existait pas. Donc pour eux, l'islam, c'est l'islamisme tel que le décrivent les frères musulmans. On va en parler justement. Qu'est-ce qui fait que ça s'est répandu avec une telle efficacité ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a eu aucune immunité là-dessus de la part des autorités ou autres ? On va en parler juste après cette petite pause. Florence Bergeau-Blaclair. Et on attend bien sûr vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Et Florence Bergeau-Blaclair, chargée de recherche au CNRS, auteur de Le Frérisme et ses réseaux.
sous protection policière depuis ce livre, et je dois dire que quand même, et on voudrait vous féliciter, ce soir vous recevez la Légion d'honneur des mains de l'ancien état-major, chef d'état-major des armées, général Lecointre. Mais justement, ce prix à payer, est-ce qu'il n'est pas aussi, que vous payez, est-ce que ce n'est pas aussi le résultat d'un laxisme, d'un aveuglement ou d'autres choses, ou les trois en général? Certain que si c'était pas devenu un sujet dit sensible ou tabou, qu'on n'abordait absolument pas sur le service public par exemple, je ne serais sans doute pas menacée. Plus on serait nombreux à être informés, à combattre cette idéologie, c'est sûr que je serais beaucoup moins menacée. Il n'y a pas que moi, mais nous serions moins menacés, ça c'est certain. Oui. Et alors justement, d'où vient, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été la sidération? Qu'est-ce qui s'est passé depuis Creil? Parce que moi, je me rappelle très très bien de l'affaire de Creil. D'ailleurs, juste un mot, on avait lancé un manifeste, je me rappelle, qui avait été signé par beaucoup de gens sur la nécessité d'un quart d'heure laïque à la télévision, au moins d'une demi-heure laïque, et enseigner la laïcité à la télévision, ce que personne ne fait jamais. Mais alors justement, ça vient de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'après Creil, on le sait, on ne va pas raconter l'histoire de Pêche, Jospin qui botte en touche, le Conseil d'État qui botte en touche, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, alors depuis 35 ans, ça a suivi son cours sans aucun véritable. Alors chacun dit oui, on va arrêter, c'est plus possible, il faut faire des choses. Mais comment vous expliquez comment la chercheuse que vous êtes explique ça? Il faut revenir un petit peu avant, aux années 60-70, quand les universitaires, des étudiants, des intellectuels arrivent donc du Moyen-Orient. Ce sont des frères musulmans. Ils sont en exil, ils veulent retourner dans leur pays, mais ils n'y arrivent pas parce que quand ils y retournent, ils sont emprisonnés par les pays qui, je n'ai pas répondu à votre question, et qui effectivement combattent les frères musulmans, tout simplement parce qu'ils sont menacés dans leur autorité. Donc, il s'installe donc dans les années 60, 70, et de là, ils décident finalement de rester en Europe ou aux États-Unis. Leur objectif, c'est de créer la société islamique à partir de l'Occident, puisqu'on ne peut pas le faire dans les pays musulmans. Mais on va le faire à partir de l'Occident. À l'époque, Nasser persécutait les frères musulmans très fortement. Et puis, dans la pensée de Hassan el-Banna et des frères musulmans, il n'y a pas de frontière. Ça n'existe pas. La seule frontière, en fait, c'est l'Oumma, c'est-à-dire la nation islamique, c'est-à-dire le monde entier. Donc quand ils s'installent en Europe et aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les pays occidentaux, ils ont toute liberté de penser, de s'exprimer, de liberté de conscience, et ils vont donc changer un peu leur objectif et se dire, puisque on va réislamiser en fait les jeunes issus de l'immigration, parce qu'il commence à y avoir donc des musulmans, et ce sont les jeunes qui les intéressent, pas tellement les parents. Donc ils vont commencer à installer quelques mosquées, etc. Et puis 89 arrive, ils sont déjà un petit peu plus forts, et 89 c'est aussi Rushdie. C'est important parce que l'affaire Rushdie, c'est le moment où, en Angleterre notamment, on va s'intéresser, en fait ils vont élaborer ce stratagème, ce dispositif redoutable qu'est la lutte contre l'islamophobie. C'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là, c'est précisément à ce moment-là, parce que en fait c'est toujours pareil, il y a une émotion dans le public britannique qui se dit pourquoi un intellectuel est menacé, une fatwa de Khomeini c'est quand même sérieux. Les versets sataniques, on demandait sa mort, et il faut le rappeler, l'assassin aurait été récompensé de 3 millions de dollars ou quelque chose comme ça. Exactement. Et donc qu'est-ce qu'on a pu leur faire pour qu'ils soient aussi mécontents? C'est ça la réaction des Occidentaux. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Donc c'était déjà, attendez, c'est important, c'était déjà notre faute, la faute des Occidentaux, quoi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu leur faire? Donc, on va travailler sur l'islamophobie. Évidemment, les frères sont très très heureux de pouvoir être ceux qui arbitrent le match en disant, oui, là vous avez fait des choses qui sont pas très bien, on va vous aider à rééduquer les jeunes pour qu'il y ait moins de problèmes, etc. Et là, à ce moment-là, ils lancent une enquête qui s'appelle, qui est faite par le Runnymede Trust, qui est un think tank britannique libéral, inclusif plutôt. On sait subventionné par qui? Ou pas, par
Alors ça, je ne sais pas. Par les Britanniques ou pas, enfin, bon. Ouais, il faudrait regarder. Je l'ai écrit quelque part. C'est dans mon livre, mais je ne pourrais pas vous dire là maintenant. Toujours est-il que l'idée, c'est de dire que les musulmans sont victimes d'une islamophobie d'État, d'une islamophobie structurelle, et que pour corriger cette tendance... Racisme systémique, déjà. Oui, c'est ça, c'est déjà en germe. Et pour corriger cette tendance, il va falloir non pas changer l'islam, qui ne peut pas se réformer, c'est une religion, mais changer le regard qu'on porte sur l'islam. Donc, si vous êtes mal à l'aise avec la question du voile, eh bien, vous devez savoir que le voile, en fait, c'est une très bonne chose. Changez votre regard dessus, si vous êtes mal à l'aise, etc. Et ça va avoir un effet incroyable. Les rapports vont se multiplier et on va commencer. Et ça va devenir une espèce de norme. Il y a de l'islamophobie dans nos sociétés. On l'a pas vraiment mesuré, en fait. C'est pas quelque chose. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est du racisme vis-à-vis des Maghrébins, vis-à-vis des Pakistanais? Pour quelles raisons, etc. On n'analyse pas ça. On considère que c'est de l'islamophobie. C'est simplement la peur de l'islam. Donc tout ça va contribuer à créer, en fait, une identité de musulman qui va être instrumentalisée, qui va devenir une citoyenneté musulmane. Donc on revient en France et avec Tariq Ramadan, qui explique aux jeunes, mais au fond, vous n'avez pas à obéir à vos parents, vous n'avez qu'à obéir à Dieu, et Dieu, c'est nous qui emportons la parole. Vous êtes des citoyens musulmans avant d'être des citoyens français. Français, anglais ou ailleurs, d'ailleurs. Anglais ou ailleurs. Et ça va se passer dans tous les pays d'Europe. Et il va y avoir deux grandes branches, on peut dire, d'influence, celle de Youssef El-Kardaoui, donc inspiré directement par la confrérie. Il parlait à Al Jazeera tous les jours, sur la chaîne Al Jazeera. Absolument. Qui touche des millions et des dizaines de millions de personnes. Et dont le livre était distribué dans toutes les familles. Moi, je m'en souviens très bien, quand j'ai commencé dans les années 90, il y avait le licite et l'illicite de Youssef El-Kardaoui dans toutes les familles. Il était distribué gratuitement à la mosquée. Donc c'était bien parce que les parents se disaient on va instruire nos enfants, nous on sait pas très bien parler de la religion, donc eux au moins ils seront savants, ils connaîtront leur religion, on va leur transmettre ça, etc. Et à partir de là, donc ces années-là, on va avoir peut-être il faut revenir un petit peu en avant. Le père de Tariq Ramadan, c'est celui qui donc relie ces deux branches, donc celle de Youssef El-Kardaoui et celle de Maoudoudi, qui est plutôt l'influenceur, l'ingénieur du système islam, c'est de l'islam vu comme un système qui lui est d'origine pakistanaise. C'est Saïd Ramadan en fait qui fait la synthèse, et Saïd Ramadan travaille aussi pour la CIA. Vous voyez, parce que la CIA, la CIA instrumentalise les frères musulmans pour éviter l'avancée des soviétiques. On le voit aussi en Afghanistan. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan plus tard. Mais les frères, Ben Laden et compagnie après. Et qu'est-ce qu'on dit après les frères? Ils ont dit, pour justement cacher leur appartenance, ils ont dit, mais finalement, ce que vous racontez, les frères musulmans, c'est une lubie, c'est juste une création des Américains. Non, c'est évidemment pas une création des Américains, mais les Américains ont effectivement joué ce jeu assez pervers. Et aussi parce que les frères musulmans, maintenant, ont compris que pour avancer, il leur fallait faire les idiots utiles, en fait, des gens qui veulent les instrumentaliser. Donc il fallait fabriquer des idiots utiles. C'est-à-dire les Occidentaux, enfin un certain nombre d'Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils pouvaient, s'ils étaient, par exemple, comme dans les banlieues, ils vont être appelés pour la lutte contre le djihadisme et pour la déradicalisation. Très bien, ils vont jouer ce jeu-là. Donc chaque fois, ils sont des conseillers à l'université, dans les grandes entreprises ou dans les instituts, dans les ministères. Ou dans les municipalités avec les grands frères et autres. Exactement. Ils vont jouer ce jeu-là, mais en étant parfaitement conscients. Alors ça, c'est très intéressant. On va continuer d'en parler après cette petite pause. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça s'est organisé? Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour parler du frérisme et de toutes ses implications et de ses avancées avec Florence Bergeau-Blaclair. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Le frérisme et ses réseaux, l'enquête aux éditions Odile Jacob, c'est votre plus récent livre, Florence Bergeau-Blaclair, et on parlait justement de cette espèce d'expansion, de cette irrésistible ascension, on peut le dire, en tout cas, elle n'est pas résistible pour le moment, on verra bien, et justement, ça a été à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que vous parlez dans votre livre d'organisation de coopération islamique par rapport à ceux qui ne vivent pas en terre d'islam.
l'islam, puisque, on le sait, vous savez, il y a Dar el-Islam, la terre d'islam, et Dar el-Harb, c'est la guerre. Enfin, tant que, effectivement, voilà, il y a conflit, etc. Est-ce que ça a été... Alors, je reviens à cela, parce que on en a parlé, mais vous n'avez pas vraiment répondu, ou alors je ne sais pas s'il y a une réponse. C'est que, ok, on comprend, on a dit aux gens, et vous voyez très bien, mais oui, mais c'est vous devez changer votre regard, vous êtes coupable, colonisation, etc., on l'a encore vu, vous êtes coupable de ceci, de cela, vous êtes raciste, systémique, vous êtes colonisateur, vous êtes patriarcat, etc., etc. Alors, moi, il y a deux questions que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que face à ça, est-ce que c'est une question de gauche ou de droite, qu'il y a eu sidération d'un côté, et d'un autre côté, oui, ce sont les racisés, ce sont les colonisés, il ne faut pas les attaquer parce que sinon, on est vraiment des colonisateurs terribles. Et je voudrais juste prendre cet exemple, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui grâce à X, au Twitter, enfin, le réseau. Si vous avez vu, depuis 20 ans, il y a eu des milliers de jeunes filles anglaises de 11, 12, 13, 14 ans qui ont été réduites en esclavage sexuel, prostituées, tabassées, torturées, mortes par des milliers de 12, 13 esclavage sexuel et torturées. Gang dit vie la patrie. Donc, pendant des années et des années, les juges, les policiers, les médias, les politiques ont fermé les yeux en disant oui, mais attendez, soit pour des raisons électorales, ils votent, soit pour des raisons en disant oui, mais vous comprenez, on a l'erreur de raciste et on n'est pas politiquement correct si on les attaque. C'est ça la réponse de l'Occident ? Cette affaire des grooming gangs est un scandale absolu qui malheureusement n'est pas terminé. Il y a encore des réticences pour mener par exemple une enquête nationale sur ce sujet. Absolument. C'est ça la lutte contre l'islamophobie. Ça nous a tellement impressionnés, tellement culpabilisés qu'on va sacrifier des enfants pour ne pas apparaître raciste ou islamophobe. C'est quand même sidérant. Oui. Ce dispositif-là, comme je disais, il n'a pas été mis en place du jour au lendemain. C'est dès les années 1990. Avec le Runnymede Trust, il y a eu aussi des rapports qui ont été financés par l'Union européenne. Donc nous avons financé des rapports pour montrer en fait combien nous étions mauvais. Combien il fallait nous taire. Financé par la Commission européenne, par l'Union européenne, oui. Il y a aussi des rapports venus de la Turquie, des rapports venus de l'Organisation de la coopération islamique, et vous venez d'en parler. L'Organisation de la coopération islamique, qui était une espèce d'embryon de califat, en fait, c'est le résultat qui naît à peu près dans les années 60 de 50 ans d'attente. Il y a eu donc le moment panarabique, et puis là on a l'islam qui revient dans les années 60 avec l'Arabie Saoudite, avec les États donc musulmans qui constituent l'Organisation de la coopération islamique et qui qui se prend pour une ONU en fait, mais islamique. Et qui, il y a eu l'UNESCO islamique. C'est ça, et qui crée l'ICESCO, qui est l'UNESCO en fait islamique. Et l'ICESCO, quand on regarde cette stratégie, c'est un plan, stratégie de l'action culturelle à l'extérieur du monde islamique, qui a été donc publié en 2000 à Doha, mais qui a été rédigé probablement dans les 2 décennies qui ont précédé. On voit la marque des frères musulmans. On voit même, à mon avis, la marque des frères musulmans français de l'UOIF. Il y a des éléments que je détaille dans mon livre qui montrent qu'il aurait pu être rédigé en grande partie par les frères. Par les frères, oui. Et qu'est-ce qui est dit dans ce document ? C'est il n'est pas une bonne chose pour vous, pays occidentaux, il n'est pas bon que vous assimiliez les musulmans. Ils ne sont pas assimilables. C'est aussi ce qu'avait dit le roi du Maroc, Hassan II. Oui, ils le disent comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Absolument, et plus encore. C'est-à-dire que si vous voulez qu'ils soient en paix, si vous voulez qu'ils ne soient pas des délinquants, il faut leur laisser leur islam. En gros, c'est ça. Et puis, ça veut dire aussi, faut les laisser, faut que nous les rééduquions, faut que nous les endoctrinions. En réalité, c'est ça qu'ils espèrent derrière.
Vous avez dit tout à l'heure que les pays musulmans, certains pays musulmans ont interdit la confrérie. Vous avez raison, vous avez l'Égypte, bien entendu, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Mais il faut faire attention parce que les raisons pour lesquelles ils interdisent la confrérie ne sont pas les raisons pour lesquelles nous devrions nous méfier de cette confrérie. Et je ne dis pas l'interdire. Si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. Je ne pense pas qu'il faille l'interdire. Mais nous méfier de cette confrérie, ça c'est important. Juste un mot. Les raisons. Oui, allez-y. Alors, leur raison à eux, c'est que tout simplement, le mouvement frériste est un mouvement international qui ne connaît pas de frontières, comme je l'ai dit, et donc qui menace en fait l'existence de ces États-là, tout simplement. Maintenant, ces États sont aussi porteurs d'une idéologie salafiste qui est proche donc de celle des frères, et donc sur ça, ils s'entendent très bien. Alors justement, par rapport à ça, deux questions quand même. Primo, je reviens à ça, parce qu'on n'a pas détaillé ça. Qu'est-ce qui fait quand même, moi j'en veux bien, culpabilité, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu pratiquement personne, sauf quelques voix dissidentes, je dis pas, qui ont dit mais non, ça n'existe, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas à culpabiliser, on a à traiter ça lucidement. Qu'est-ce qui fait que dans la doxa médiatico, politico, intellectuelle, universitaire, eh ben ça a été le silence assourdissant. À part, encore une fois, quelques exceptions. Alors, les universités ne font pas leur travail sur ce point-là. C'est tout à fait clair. Ouais. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est un rapport anglais qui est paru il y a quelques années et qui explique pourquoi la recherche, en fait, est incapable de travailler sur l'islam contemporain et en particulier sur l'islamisme. D'abord, pour un problème d'accès aux données. Il est de plus en plus difficile, on le voit, de travailler sur ce terrain. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a les comités éthiques et de recherche qui vous disent comment vous devez faire votre recherche. Donc, grosso modo, il faut que vous fassiez signer... C'est quoi les comités éthiques? C'est qui? Vous avez des comités éthiques dans l'université qui vous disent ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez enquêter. Intéressant. C'est-à-dire, dans le temple de la liberté, il faut savoir comment orienter ses recherches. Oui, parce que voilà, il faut que ce soit éthiquement irréprochable. Il y a des bonnes raisons pour ça, mais ça peut aller si loin que si vous travaillez sur une confrérie secrète, par exemple, vous êtes obligé de faire signer une déposition ou après l'interview que vous avez réalisée. Ah oui, d'accord. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est donc toutes les démarches de recherche qui seraient un petit peu comme on le faisait avant en anthropologie. On a toujours travaillé dans la discrétion. La recherche, c'est la recherche. Voilà, même si moi j'ai toujours travaillé en disant ce que je faisais, je n'ai jamais caché pourquoi j'étais là sur le terrain. Mais il y a des méthodes discrètes, etc., qu'on est obligé de prendre pour travailler sur une confrérie discrète, voire secrète. Donc là, un problème d'accès aux données. Le problème aussi que le fait que les frères musulmans sont des gatekeepers, des gardiens de la communauté musulmane. Si vous commencez à dire que vous allez travailler sur ce sujet, ça va passer par la mosquée, tout va se savoir très vite, c'est le téléphone arabe. Et à ce moment-là, vous allez avoir de toute façon quelqu'un des frères qui va arriver, qui va commencer à contrôler votre travail, contrôler vos déplacements. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé au début des années 90. Je ne savais pas que j'étais tombée sur une mosquée frériste. Et en fait, j'étais tout le temps accompagnée, tout le temps surveillée. Et le jour où ils ont voulu m'exclure du terrain parce que ce que je disais, ce que je pensais ne les arrangeait pas, ils l'ont fait assez facilement en m'accusant d'être de la police ou d'être islamophobe, etc. Donc il y a ce problème d'accès aux données, mais il y a aussi un problème de diffusion publique des résultats. Parce que dès que vous diffusez vos enquêtes, voilà ce qui se passe, intimidation sur les réseaux sociaux, menaces physiques, harcèlement judiciaire, etc. Vous avez eu. Oui, que moi j'ai eu. Et que d'autres chercheurs ont eu. Voilà, et que d'autres chercheurs ont eu, et que ce rapport... et enfin, le risque réputationnel, c'est-à-dire que si vous êtes taxé de raciste ou d'islamophobe, votre carrière c'est terminé, vous ne pouvez plus encadrer d'étudiants, parce que ces étudiants vont malheureusement hériter de cette réputation calamiteuse, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas avancer dans votre carrière. Enfin, les répercussions sont énormes. Oui, ce que vous voulez dire, c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'en fait, on ne peut pas faire de recherche libre, au vrai sens du terme, enfin, ce qui s'appelle la recherche. La science, c'est quoi? C'est la discussion, c'est la remise en question, etc. Parce qu'il y a tout ce que vous venez d'énumérer. Ou alors on fait une recherche contrôlée. Je crois qu'on a quelqu'un... Oui, on a un appel de Claude qui vient de Perpignan. Oui, bonjour Claude. Oui, bonjour
André Berkoff, et je voudrais saluer surtout Florence Bergeaud-Blaclair, que j'ai eu le bonheur d'entendre au premier printemps de la liberté d'expression à Perpignan l'an dernier. Alors, j'ai une question à lui poser. Elle a rappelé un des premiers symboles ont été l'affaire du voile en 1989. Et là, en ce moment, c'est un marronnier. À chaque rentrée scolaire maintenant, on nous explique que les mamans voilées doivent pouvoir accompagner les sorties scolaires parce que s'il n'y avait pas les mamans voilées, il n'y aurait plus personne pour s'occuper des sorties scolaires dans certains quartiers. Alors, moi, la question que je me pose, c'est que, bon, on nous explique partout que le voile n'est pas un instrument religieux, mais que c'est quelque chose de culturel. Donc, si c'est pas religieux, c'est pas islamophobe de dire, bon, bah, les mamans, elles peuvent venir, mais elles enlèvent leur voile pour pas choquer les autres parents. Et alors, si on nous répond à ce moment-là, ah oui, mais c'est pas possible parce que il y aura plus de mamans voilées, bah, il y aura plus de sorties scolaires, et les mamans voilées, elles seront privées aussi, puisque leurs propres enfants n'auront plus de sortie. Et bah, à mon avis, ça régulerait en disant, bah, ou les mamans voilées enlèvent leur voile parce qu'il est culturel, ou les mamans voilées n'ont pas le droit de l'enlever, et alors là, c'est un autre problème, les dés sont jetés, on voit clair. Florence. Ce monsieur que je salue aussi a tout à fait raison. Malheureusement, je dois dire que ce qu'il dit, c'est ce que j'entendais déjà il y a 30 ans. On n'a pas avancé d'un centimètre sur cette question-là. La confusion culturelle... sur cette confusion qui a déjà été en 80, association culturelle, islamique, etc. Culturelle, pardon. Ils utilisaient le mot culturel pour passer sous les fourches codines du contrôle des... Oui, donc des culturels et pas cultuels. Voilà. Donc si c'est des associations culturelles, personne ne les embêtait sur leurs finances, sur leurs activités. Donc cette ambiguïté-là, elle est toujours... elle revient chaque fois. C'est une forme de chantage, en fait. On ne peut pas faire ce qu'on veut, décider de ce qu'on veut. On est toujours obligé de faire attention à l'impact que ça peut créer sur cette population, comme si le voilement était une pratique religieuse absolument incontournable de l'islam, ce qui n'est pas le cas. Et nous qui avons, alors tout le monde le sait, malheureusement non, mais nous qui avons plus de 50, enfin pour ceux qui ont plus de 40 ans, même 40-50 ans, tout le monde le sait. Et nous continuons à faire comme si cette pratique était une pratique islamique normale. On va continuer après cette petite pause et nous avons Serge qui nous attend aussi au téléphone avec Florence Bergeaud-Blaclair. À tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Maud Koffler, je crois que nous avons plusieurs auditeurs qui en appellent. attente. Beaucoup de gens ont appelé. Et vous avez donné la parole en premier lieu à Serge qui vient d'Aix-en-Provence. Bonjour Serge. Serge, est-ce que vous êtes là? On n'entend pas Serge. Alors finalement, Philippe de Caen, parce que Serge a disparu. D'accord. Eh bien, écoutez, on le retrouvera. Philippe, bonjour. Bonjour André, bonjour Madame Baclair. Je pense que vous devez le savoir, mais enfin je vous le recommande, c'est de vous rendre et de consulter le site www.lacoalition.fr. En clair, c'est l'Observatoire des libertés et associations. Alors c'est la fiche 122. Alors pourquoi je vous dis ça? La fiche 122 est importante. Elle concerne donc la Ligue de l'enseignement. Elle est accusée d'accointance à l'époque avec la Ligue de l'enseignement, c'est ça? Oui, la Ligue de l'enseignement elle a été accusée, d'accointance avec Tariq Ramadan et d'atteinte à la laïcité. En fin de compte, la Ligue de l'enseignement, pour faire court, c'est à peu près 25 000 associations, 103 fédérations départementales. Il y a du monde, comme on dit. D'accord. Alors, André, vous posez la question, mais d'où vient, d'où ça peut venir, de quelle raison, etc. Mais juste une piste quand même. Tariq Ramadan, il a participé de 97 à 2000 à la Ligue de l'enseignement, d'accord? Et c'est une déclaration de Frédéric Calandra, que vous connaissez peut-être, maire du 20e arrondissement de Paris, sur CNews, le 24/01/2020. Il dit, je rappelle, Jean Baudéraud, ça doit peut-être vous parler, Jean Baudéraud, conseiller d'éducation. Voilà, conseiller d'éducation de François Mitterrand a fait rentrer Tariq Ramadan dans la Ligue de l'enseignement, qui est le temple
des instituteurs républicains. Alors, Madame Blackler, est-ce que vous connaissez ce problème? Parce que c'en est un. Parce que là, on est dans le cœur nucléaire, quoi. Hein. Alors, Florence Blackler. Alors, je ne suis pas étonnée. Jean Bobéro, c'est le directeur de mon laboratoire, donc je connais assez bien ses positions sur une laïcité plus ouverte, puisqu'il la trouve trop fermée, justement, aux musulmans, qu'il a développé lui-même l'idée que la laïcité était, d'une certaine manière, islamophobe, et c'était la raison pour laquelle il fallait l'ouvrir. Ça, c'est nouveau, laïcité islamophobe, c'est pas mal. Qu'il ait des liens avec Tariq Ramadan au point de le faire entrer à la Ligue de l'enseignement, ça je ne savais pas, mais ça me paraît tout à fait cohérent, et je pense qu'il y a en effet chez certains analystes de la laïcité des gens qui ont joué les idiots utiles. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas idiots, peut-être qu'ils étaient simplement utiles, mais ça serait même encore plus grave, puisque ça nous a démoralisés. Ça fait partie justement de la stratégie de cette subversion sidération. Je crois que nous avons aussi Richard. Oui, Richard qui nous appelle de Toulouse. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. J'avais une question, en fait. Vous allez peut-être avoir la réponse sur aujourd'hui, les ONG financées par des pays étrangers font jamais des choses gratuitement. En fait, il y a que les fous qui font des choses gratuitement, à peu près. Vous savez, c'était Milton Friedman disait il n'y a pas de dîner gratuit, ou de déjeuner gratuit. Tout à fait. D'accord. Et en fait, la question, est-ce qu'on ne devrait pas instaurer un encadrement beaucoup plus strict pour ces ONG qui financent des gens comme les frères, parce que l'argent permet un entrisme énorme et à tout niveau. Et oui, merci Richard de cette question. C'est vrai, on a dit qui finance, parce que ça ne se passe pas comme ça. Hein. Bien sûr, alors effectivement, il y a des ONG qui sont financées par l'Union européenne, par par notre argent public. On peut parler de Soros, ou il ne faut pas parler de Soros? Oui, aussi, Soros a joué un rôle, tout à fait. Alors évidemment, il ne finance pas directement les frères musulmans. Comme je vous l'ai dit, c'est une société secrète. Donc il y a des institutions qui travaillent avec des organisations, des associations de lutte contre l'islamophobie, de lutte contre le racisme, etc. Et donc c'est par ce biais-là qu'effectivement on a donné des millions et des millions d'euros. Je suis en train de terminer justement un rapport sur le sujet. On a donné des millions et des millions d'euros pendant des années, et ça continue encore malheureusement, à des associations clairement fréristes qui véhiculent l'idéologie et que nous subventionnons. Et que donc nous subventionnons. Oui, parce que l'Union européenne, c'est nous. L'Union européenne, c'est nous, mais en plus, il y a l'effet levier. Dès que vous avez de l'argent de l'Union européenne, vous pouvez demander à votre conseil régional, à votre mairie, d'en rajouter un peu. C'est ça. Et donc, en fait, on a envie de vous dire, là, on arrive en fin d'émission, on pourra en parler pendant des heures, et on en reparlera, Florence Berger-Blackler. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est inéluctable, où l'ascension peut être résistible. Bien sûr, il faut résister, mais il faut compter sur les citoyens. Alors on me dit toujours, mais pourquoi ne pas les interdire? Alors interdire une confrérie secrète, c'est déjà quelque chose évidemment très difficile à faire, puisque vous ne pouvez pas obliger les gens à dire à quoi ils appartiennent. Et puis en plus, ce serait très contre-productif, parce que si par exemple je travaille sur les frères musulmans ou sur l'idéologie frériste, si je dis voilà une personne véhicule cette idéologie, travaille là, je suis susceptible d'être l'objet de harcèlement judiciaire, parce que l'accusation serait d'autant plus grave. Donc je pense qu'il ne faut pas interdire pour cette confrérie. Vous êtes pour ces contre l'interdiction? Donc je suis contre cette interdiction. Oui, je pense qu'il vaut. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on ne peut pas interdire? Informer, éduquer, montrer comment ça fonctionne, ce qu'ils veulent, comment ils font, pas attendre. On connaît maintenant très bien les méthodes du KGB dont je vous ai parlé. On sait maintenant très très bien s'en défendre. On a vraiment fini avec le communisme. On peut faire pareil avec cette idéologie-là, mais on le fera parce que justement, on pourra en parler sur le service public notamment. C'est ça. Il faudrait que effectivement toutes les ondes, tous les gens qui sont chargés, et c'est leur job, et c'est leur de transmettre l'information, fassent leur métier. Merci Florence Berger-Blackler.